Roberta Tossuto, bonjour. On est très heureux de pouvoir faire cet entretien avec toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Alors oui, je suis Roberta Tossuto et je fais partie de Orto Teatro, une coopérative qui s'occupe de spectacles, de production, d'organisation et de diffusion de spectacles théâtraux, ainsi que de gestion de structures. Mais nous en parlerons peut-être plus en détail après. Au sein de la coopérative, je m'occupe de la direction générale, donc en coordination avec deux autres figures importantes qui sont le responsable technique et le directeur artistique, nous gérons tous les travaux de la coopérative. Donc vous êtes 3 à la direction. La direction compte 3 personnes, plus les responsables administratifs, qui est aussi une part importante de la structure. C'est logiquement celui qui a toujours présent à l'esprit notre budget et qui est donc essentiel dans nos choix. Oui, bien sûr. Et d'où tu viens, toi? Comment es-tu arrivé au poste de direction d'une coopérative culturelle? Alors, disons que ma formation était initialement orientée vers la didactique. J'étais enseignante, donc mes premières expériences étaient vraiment dans l'enseignement. Ensuite, je me suis intéressée au handicap. J'ai donc travaillé pendant des années avec des personnes handicapées, avec des jeunes, dans des centres pour la jeunesse. Et je faisais du théâtre au niveau amateur, dans le sens où j'ai découvert le théâtre parce qu'un cours de théâtre avait été organisé et je me suis passionnée. J'ai aussi connu la compagnie qui organisait ce cours, qui était Orto Teatro à l'époque, et j'ai commencé à les suivre, d'abord de loin, puis finalement un poste s'est ouvert au sein de ce qui était alors une association culturelle, et j'ai commencé à travailler comme organisatrice. Donc ce que je faisais, c'était vendre les spectacles de la compagnie. J'ai aussi été technicienne pendant un moment parce qu'à l'époque, nous étions environ 3. Il y avait donc les 2 acteurs et moi qui m'occupaient de la vente. Nous étions vraiment tout petits. Et là, j'ai vraiment découvert le travail de Orto Teatro. J'assistais aux ateliers, je voyais les spectacles, j'ai fait la technique son et lumière. Donc, j'ai vraiment connu le vrai travail de la compagnie. Et je me suis intégrée dans la structure. Depuis mon arrivée, Orto Teatro a commencé à grandir et au fil des ans, nous avons commencé à collaborer avec d'autres personnes jusqu'à ce que nous nous stabilisons. J'ai changé de rôle, j'ai grandi, oui, aussi en compétences, tandis que la coopérative grandissait également, jusqu'à occuper peut-être une position un peu plus élevée par rapport aux autres collaborateurs. Ce fut donc une croissance naturelle, normale. À l'intérieur de la structure. Comme nous tous, nous avons grandi. Tu es arrivé là sans formation? Sans formation spécifique, non. D'organisatrice, non. Et ils t'ont accueilli comme ça? Oui, oui. Disons, nous nous connaissions déjà avant, donc nous avons commencé et j'ai toujours été assez entreprenante dans mes activités, donc j'ai appris sur le terrain. Et j'ai grandi dans ce travail. Oui, et comment tu as acquis ces compétences? Alors, j'ai aussi participé à des cours, dans le sens où, pendant ce temps, je me suis formée. Quand j'ai commencé à faire de la vente, j'ai aussi suivi des cours d'organisateur assez exigeants et longs. J'ai aussi fait de l'auto-formation, donc j'ai acquis des compétences de ce point de vue. Et j'ai, pendant ce temps, aussi parce qu'à cette époque, je gérais aussi la partie administrative. Vous savez que quand on est petit, une personne fait 8000 choses. Donc j'ai aussi cherché à acquérir des compétences du point de vue administratif, en m'informant, en demandant, en allant à la recherche. Mais auprès de qui? Où? Comment on fait en Italie pour se former tout seul? En Italie,
non s'auto-former auprès du comptable, par exemple, poser beaucoup de questions au comptable par l'expérience en demandant, du moins. À cette époque, maintenant, il y a sûrement d'autres moyens. À cette époque, c'était vraiment demander. Il y avait un problème, vous deviez le surmonter et vous vous informiez auprès des comptables, des experts, vous lisiez, vous trouviez des informations et vous trouviez aussi la solution. C'était comme ça. C'est une belle question. Comment s'auto-former en Italie? C'est difficile. Dans le sens où vous avez un peu découvert quelle est la situation italienne du théâtre et donc vous avez compris qu'il y a énormément de formes juridiques qui s'occupent, qui font partie de ce monde. Il y a l'artiste avec une TVA individuelle, il y a l'association culturelle, nous sommes une coopérative, il y a des sociétés, il y a même ceux qui sont artisans. C'est donc un monde, et il est difficile de dire quelle est la forme juste qui me protège le plus. Parce que vraiment, notre parcours, par contre, ce que nous avons décidé, c'est nous avons trouvé la formule juridique qui reflétait le mieux notre façon de travailler. Qui est la coopérative? Qui est la coopérative. Avec des associés et des employés. Nous sommes associés et employés, oui. Et combien vous êtes comme associés, comme employés? Alors maintenant, nous sommes au total, nous sommes 14 et nous sommes plus de la moitié, donc 8 associés. 8 associés et donc 6 employés, salariés. Nous sommes tous de toute façon salariés, dans le sens que même les associés sont salariés. Et quelle est la différence entre les associés et les employés non associés? Alors, les associés participent à la coopérative avec une part sociale et ont donc la possibilité d'intervenir aux assemblées. Les employés sont des salariés qui ont un contrat de travail normal, donc ils ne participent pas à la vie de la coopérative. Et au niveau des salaires? Les salaires sont identiques. Identiques. C'est pareil? Non, il n'y a aucun type de différence. Et la direction? Non, c'est pareil. Vous êtes tous avec le même? Nous appliquons la Convention collective nationale des coopératives du spectacle. Donc, ça existe. Ça existe, les coopératives qui sont 3 grandes coopératives en Italie, c'est-à-dire les 2 plus grandes sont Lega et Conf Cooperative, qui avec les syndicats ont signé une convention collective à laquelle nous adhérons. L'autre grande convention est celle de l'AGIS, qui est justement l'association professionnelle du théâtre, qui est très similaire. Il y a aussi des différences, mais elle est très très similaire. Et nous l'appliquons pour tous nos employés. Il y a des niveaux, donc à l'intérieur, il y a qui, peut-être, moi j'ai un niveau un peu plus élevé par rapport à un collègue qui est technicien, mais enfin, comme dans le monde du travail. Puis avec l'ancienneté, on peut aussi monter de niveau. Les techniciens, les administratifs, les artistes, vous êtes tous sur la même échelle de salaire? Oui, absolument oui. Et combien il y a d'artistes alors dans votre coopérative? Alors, je les compte parce que... Alors, nous avons, je vous donne les noms et les prénoms. Fabio Scaramucci, qui est le directeur artistique et qui, en plus de concevoir, de projeter, de faire la projetation culturelle, il fait aussi des spectacles. Puis, nous avons Lucia Roman, vous l'avez vu, s'occupe principalement de formation. Donc, elle fait des ateliers théâtraux dans les écoles, mais aussi, depuis quelques années, elle présente, toujours dans les écoles, des petits spectacles dédiés spécifiquement à la crèche et aux premières années. Les petits de l'école maternelle. Ce sont des brefs spectacles sans parole pour l'instant qu'elle présente dans les écoles de la région. Puis, nous avons Claudia Contin Arlecchino, vous l'avez connue aussi, qui est aussi au sein d'Ortoteatro, qui a sa propre formation artistique, qui s'appelle Porto Arlecchino. Et Claudia est une actrice qui est, disons, très importante au niveau international parce qu'elle poursuit la recherche sur la figure, sur les masques d'Arlequin. Et c'est l'une des rares femmes qui interprète précisément Arlequin.
Nous avons deux nouvelles acquisitions qui sont La Prisogni, tout récemment, que vous connaissez. C'est une compagnie de Trévise qui a décidé de nous rejoindre. C'est une autre formation artistique. Nous avons Giorgio Rizzi et Roberto Scala, qui est aussi une autre formation artistique qui s'appelle L'asino che vola, l'âne qui vole. Donc c'est notre noyau artistique. Puis nous avons, mais je les appelle les artistes, même s'ils sont un peu techniciens, un peu artistes. Nous avons Mauro Fornasier, qui est notre sculpteur. Lui, en réalité, c'est un artiste dans le sens que c'est un sculpteur. C'est un peintre, un sculpteur, mais il s'occupe de théâtre et fait aussi, il construit des marionnettes, les décors, il peint les décors, donc enfin, il fait régulièrement des expositions pour son propre compte. Donc, voilà. Et Paolo Pezzuti, qui est le responsable technique, qui aide aussi Mauro à faire le décor. Il est moins artiste que Mauro, mais maintenant, ça, tu vas le couper, même s'il m'entend, il va se fâcher. Mais enfin, disons que c'est ça. Et au niveau administratif, du coup? Au niveau administratif, nous sommes moi, Clio, qui s'occupe entièrement de l'administration. Je lui donne un coup de main parce que, enfin, je suis là. Je continue de m'occuper de la partie de la vente, des contrats, des devis, etc. Et nous sommes nous deux, essentiellement. Puis, nous nous appuyons sur Conf Coopérative. Oui, donc vous avez toute une partie qui est faite. Qui est confiée à l'extérieur. Donc, les fiches de paye, le bilan sont faits par Conf Coopérative. Nous avons aussi, après le Covid, lancé le contrôle de gestion, qui est un système pour surveiller l'évolution de la coopérative. Et c'est une activité qui nous a transformés, parce qu'elle nous a aidés à comprendre les activités qui produisaient des bénéfices et celles qui n'en produisaient pas. Étant entendu que c'est logique que dans une coopérative comme la nôtre, il peut y avoir des projets que l'on décide de faire, même s'ils sont déficitaires ou à l'équilibre. Parce que ce sont des projets importants pour nous, pour notre groupe, pour notre croissance, même pour la visibilité. Donc, étant entendu cela, qui est juste et fait partie de notre parcours, le contrôle de gestion est un système par lequel nous cataloguons, permettez-moi ce terme, les sorties et les entrées dans des centres de coûts. Donc, production, formation, gestion de structures théâtrales. Et donc, nous savons quelles sont les entrées et les sorties. Ainsi, tous les coûts de personnel vont dans ce centre de coûts. Et cela nous a donné la possibilité de comprendre quelles sont effectivement les activités qui rapportent le plus et celles qui rapportent le moins. Et ça nous a aidé à améliorer l'efficacité du personnel. Parce que souvent, on prenait que pour cette activité, on passait trop de temps, moins de temps, etc. Et cela nous donne aussi la possibilité de regarder vers l'avenir. Oui, un peu de prospective, oui, qui est très intéressant. C'est la meilleure chose, oui. Nous avons la possibilité aussi, même si nous sommes chanceux d'un point de vue de stabilité, nous avons construit au fil du temps un réseau de confiance avec les administrations publiques. Les administrations publiques sont nos principaux acheteurs, nos principaux clients. Qui sont les communes, les bibliothèques, les écoles. Et la région aussi? La région nous donne une subvention. Fixe chaque année? Oui. Parlons après des subventions. Je termine ceci, sinon après nous sautons d'un sujet à l'autre. Voilà, et je me suis perdue. Non, tu parlais du bilan, de la stabilité, que vous aviez une stabilité. Oui, exactement. Alors pratiquement, nous avons en place, nous gérons 3 structures théâtrales. L'une est celle-ci, qui est le Centre culturel Aldo Moro, qui est aussi notre siège. Ici, nous sommes 24 heures sur 24, du lundi au dimanche, toujours. Je peux me tourner? Tu peux te tourner. Qui est-ce? Ah, Paolo. Salut. Bien. Fabio, il a besoin du Cavone. C'est lui 32 ampères. Voilà. C'était mon collègue Paolo.
de qui nous parlions tout à l'heure. Oui, nous parlions avant qu'il y ait artiste mais non artiste. Je continue. Donc, nous avons en gestion 3 structures théâtrales. Celle-ci, une à Prata di Pordenone, où nous nous occupons de la partie technique, donc ouverture, fermeture, garde, mais aussi de la programmation, tant pour adultes que pour enfants. Et idem, nous faisons à Pasiano, qui est un autre petit théâtre très mignon, où nous nous occupons de l'ouverture, mais aussi de la programmation artistique, toujours en harmonie avec les services culturels. Parce qu'enfin, nous travaillons main dans la main. Nous avons d'autres collaborations importantes, comme le commune d'Aviano, où nous organisons les saisons touristiques hivernales à Piancavallo, qui est une localité de montagne, et donc ils nous ont confié cette tâche. Et là aussi, nous faisons énormément de travail de programmation culturelle. Donc, tout ce qui est attractif pour le touriste. Spectacles, ateliers, événements, concerts. Donc, une programmation à 360 degrés. Et ces collaborations nous permettent d'avoir une entrée programmable, parce que ce sont tous des rapports pluriannuels, des rapports sur des projets pluriannuels. Donc, nous savons. Qui permet d'avoir une visibilité à long terme. À long terme, exactement. C'est aussi vrai, il y a une grande partie de notre travail, au contraire, c'est un travail saisonnier. Donc, tu le sais 2 mois avant. Tu peux le programmer 2 mois avant. Je donne toujours un exemple. L'année dernière, à Noël, la région a décidé de donner des financements aux communes pour la programmation d'activités destinées au territoire dédiées à Noël. À Noël, elle a décidé? Oui, genre en octobre. En octobre. Septembre, octobre, quelque chose comme ça. Septembre pour octobre, novembre. C'était une subvention à guichet. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils donnent les subventions au fur et à mesure que les demandes arrivent. Il suffisait donc d'écrire ce que ton projet, la région, tant qu'elle avait des financements, elle donnait aux administrations. Et en octobre 2024, est arrivé un travail nous nous attendions jamais, pour lequel c'est une chose que nous ne pouvons pas mettre en prévision. Positif pour nous, mais cette année, peut-être tu dis, d'accord, ça s'est bien passé pour nous, l'année prochaine, nous devions aussi travailler en pensant qu'il y a une partie des entrées qui doivent quand même être garanties par la vente. Quel est le chiffre à peu près d'orthothéâtre au niveau annuel? Ce sont des choses que Nous devons clore le bilan en avril, nous ne savons pas encore. C'est pas fermé, c'est pas comme l'UNIMA qui est déjà fermé. Non, nous devons encore le clôturer. À peu près un ordre d'idée. Alors, disons que nous sommes... Je peux vous dire que nous allons si nous devions nous situer dans une fourchette de 500 000 à 1005, nous sommes dans cette fourchette. 1,5 million, nous sommes dans cette fourchette. Oui, et après, ça dépend des années, bien sûr, des projets. Et donc, toi, tu écris tous ces projets pour les appels d'offres? Oui, je m'occupe aussi de l'écriture et de la conception de projets. Progettazione. Ça s'appelle comme ça, non? Oui, là aussi, nous avons... Elle est très belle, la conception de projets. Beaucoup de conception de projets. Là aussi, j'ai fait quelques cours. Je me suis un peu expérimentée. Là aussi, j'ai grandi au fil du temps. Parce que là aussi, tu réussis à comprendre comment écrire ce qui t'intéresse, etc. Je m'occupe de la conception des projets et donc, disons qu'il y a une direction artistique qui a une idée. Même si, disons que nous cherchons sincèrement à faire des projets qui rentrent dans les activités que nous faisons déjà. Parce que nous avons toute une série d'activités fixes et donc nous cherchons à trouver des contributions pour ce que nous faisons déjà. Et donc, en partant de l'idée, ma tâche, c'est de transformer cette idée en choses concrètes qui peuvent être insérées dans un projet. C'est ça. Et je m'occupe aussi du budget économique, donc le projet tout entier, depuis l'écriture. Oui, aussi à la rédaction du pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Et les projets sont plus pour la région, du coup, qui fait les appels d'offres, ou aussi les communes? Comment ça se fait avec les communes? Alors, dans les Frioul, les appels d'offres importants sont faits par la région. Il n'y a plus les provinces.
dans le sens où, tandis que dans les autres régions d'Italie, il y a la région, les provinces, les communes, dans le Frioul, les provinces comme entité administrative n'existent plus. L'entité politique n'existe plus. Donc la province ne donne plus de subventions. On passe de la région à la commune. Oui, de la région à la commune. Et la région investit énormément dans la culture. Je pense que... Même si c'est de droite. Oui, toujours. La belle chose de la région est qu'ils ont fait une réforme qui est partie, il me semble, il y a 6 ou 7 ans, dans les années 2015 ou 16. Quand il y avait l'administration de gauche, ils ont réformé la loi régionale. Et les administrateurs qui sont venus après, de droite, l'ont maintenu. Oui, du coup, ce n'est pas que la droite a une vision. Mais parce qu'ils ont fait une loi régionale importante. Ils ont décidé de reconnaître de manière triennale les entités, entreprises, associations, etc., importantes pour le territoire, qui avaient aussi un caractère professionnel. Donc, ensemble, disons dans le secteur, parce qu'ensuite la partie culturelle comprend le cinéma, les musées, le théâtre, il y a enfin beaucoup de secteurs. Dans notre secteur, qui est le spectacle vivant, il y a 4 filières. Il y a les entreprises de production théâtrale auxquelles nous appartenons, les entreprises d'accueil, donc le théâtre pour se comprendre, le théâtre Verdi plutôt que le Rossetti, les théâtres, les entreprises de production et d'accueil, donc qui produit et accueille. Il y a le CSS par exemple, les artistes associés et les écoles. Oui, donc eux aussi ils font partie de Oui, du spectacle vivant. Et la région, justement, a reconnu des écoles. Il n'y a qu'une. Je crois qu'au total, nous serons en tout, tous les 4 filières, nous sommes une quinzaine. Nous ne sommes pas très nombreux. Et vous avez un réseau entre vous? Non. Ou vous parlez seulement avec les politiques? Ce n'est pas qu'ensemble vous avez des idées pour faire grandir quelque chose et vous voyez de temps en temps? De temps en temps. Alors disons que de temps en temps, nous nous voyons aux réunions. Parce que beaucoup d'entre nous font partie de l'Agis Triveneto, donc nous nous voyons aux réunions là-bas. Nous ne sommes pas très communicatifs entre nous, mais peut-être parce que maintenant, il n'y a jamais eu l'occasion de s'unir dans quelques projets. Voilà. Aussi parce que... Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous? Non, peut-être aussi pour cela, il n'y a même pas de concurrence. Le Frioul est un territoire vraiment grand. Même si nous sommes peu nombreux, c'est un énorme territoire. Donc chacun de nous, dans le sens que nous collaborons, parce que par exemple avec les artistes associés, nous réussissons, enfin nous nous appelons, nous nous accueillons avec les spectacles et vice-versa. Puis ils sont aussi collègues de conf coopérative régionale. Donc, dans le sens que nous cherchons à nous parler, ce n'est pas que nous nous détestons, mais enfin, s'il y a des projets qui nous rapprochent, oui. Pour l'instant, maintenant, non. Voilà. Nous n'avons pas encore ressenti le besoin de nous rapprocher avec des projets communs, mais aussi parce que chacun, enfin, a son territoire, et donc nous cherchons à... Et au niveau national, le Frioul, c'est une exception ou c'est À mon pareil, avis, oui. Maintenant, je ne connais pas toutes les réalités régionales, mais absolument, c'est une exception. Parce qu'en plus de ces appels triennaux, la région, pour toutes les autres entités, fait des appels annuels. Donc, il y a l'appel sur la production de spectacles, distribution de spectacles, événements et festivals, organisation, vraiment. Il y a des appels sur le spectacle, 10 appels qui concernent le spectacle vivant, auxquels les triennaux ne peuvent pas participer logiquement, parce qu'ils reçoivent déjà des subventions. Au contraire, toutes les autres réalités, un peu plus petites et moins structurées, peuvent participer. Et l'exceptionnalité de la région est qu'ils te donnent l'argent à l'avance. Ce qui est, je ne crois pas qu'aucune autre région ne le fasse. Donc toi, au début de l'année, tu as déjà la subvention pour faire ton activité, qui est, je pense que... Et ça a toujours été. Tant à droite qu'à gauche, ils ont maintenu cette ligne et c'est important. Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes qui essayent de faire une structuration, de créer des festivals?
Oui, il y a beaucoup de réalités. Et eux aussi? Ils vont vers, alors eux, un peu comme nous l'avons fait, il y a des compagnies jeunes, et un peu comme nous l'avons fait, le parcours de la subvention publique est celui qui est le plus facile pour une compagnie, parce qu'il n'existait pas d'autres modalités pour recevoir des subventions. Oui, les subventions privées sont peu nombreuses. Elles sont peu nombreuses, et surtout, peut-être les grandes structures, les grands événements les reçoivent. Mais enfin, pour nous, nous ne les cherchons même pas. Cela vaudrait la peine si les contributions étaient importantes. Pour faire des micro-contributions de privé, c'est un peu difficile pour nous de suivre les relations avec tous, etc. Les jeunes, comme nous l'avons fait, comme association culturelle, ils commencent à participer aux appels annuels, à grandir, à se structurer et on tente chaque année de faire le triennal. Pour les jeunes, cependant, comme c'était pour nous, c'est difficile. Mais viennent-ils vous demander comment vous avez fait? Oui. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a un échange? Oui, il y a échange. Oui, nous collaborons surtout avec ceux qui sont dans la zone. Enfin, de ce point de vue-là, nous sommes ouverts et disponibles. Aussi pour donner nos structures gratuitement, pour les répétitions des résidences. Et vous faites des appels d'offres pour ça? Non. C'est seulement informel comme ça, il suffit d'appeler. Oui, si quelqu'un veut. Maintenant, toute l'Italie va appeler pour venir chez vous. Mais tu sais que nous sommes dans le profond nord-est. Qui vient ici? Mais vous avez un logement? Vous donnez quelque chose? Non, ici, généralement, ce sont les compagnies. Il n'y a pas une idée de résidence d'accueil particulière? Alors, non, il n'y a pas une idée de résidence, même si c'est mon... Parce que c'est une belle façon d'échanger. Ouais, je sais. Mais vous n'avez pas un appartement? Un logement, non. Quelque chose qui... Non, ici, non, malheureusement, nous n'avons pas d'appartement. Il y a... Alors, j'aimerais, chacun de nous, si tu parles avec chacun de nous, il a un projet du cœur, dans le cœur, futur. Et du coup, c'est lequel le tien? Ouais, j'en ai beaucoup. Vu que là, toi, tu es là. T'en as pas En parlant seulement un après, peut-être qu'ils ressortiront. Mais enfin, le fait de faire des résidences, de donner la possibilité de rencontres, de croissance, de se rencontrer aussi avec des personnes peut-être qui ont plus d'expérience véhiculée. C'est là, selon moi, pour nous et pour moi, serait important, amusant aussi, à vivre. Pour l'instant, nous collaborons avec justement les compagnies un peu plus jeunes qui sont du territoire. Donc nous leur donnons la disponibilité des espaces. S'ils ont besoin maintenant, nous commencerons une collaboration avec la compagnie dans laquelle nous coproduisons, disons, nous remettons en état un spectacle qu'ils avaient déjà produit et donc nous leur donnons assistance aussi sur la distribution, l'organisation, nous leur donnons le théâtre, etc. Donc comme tu dis, ils viennent. Pour nous, il est important de collaborer, c'est-à-dire nous collaborons quand nous nous trouvons bien. Comme pour nous, à l'intérieur de la coopérative, tous nous avons grandi, mais en engoblant, enfin, en appelant les personnes avec qui nous étions bien. Voilà. Le choix est plus humain que... Exactement. Aussi artistique, logiquement. Mais vu que nous devons quand même travailler chaque jour, l'un en face de l'autre, pour avoir un projet ensemble, et comme dit mon collègue, je ne sais pas s'il est encore là, nous faisons ce qui nous amuse. Enfin, nous faisons ce que nous amuse. Et pour nous, il est important de collaborer avec des personnes avec qui nous sommes bien. Oui, c'est l'idée de la coopérative aussi. Eh oui. Aussi parce qu'enfin, nous devons compter sur nous-mêmes. Voilà. Et comment vous voyez l'avenir? Selon toi, la coopérative, c'est un modèle qui fonctionne? Est-ce que vous avez assez d'argent pour avoir une belle vie? Écoute, nous sommes bien. C'est-à-dire, nous sommes bien dans le sens que pour l'instant, nous avons eu la possibilité, grâce à la forme coopérative, pendant le Covid, de garantir les salaires à tous les employés, même l'avancée. Donc, sans qu'ils attendent l'EMPALS, les allocations de l'EMPALS. Nous avons réussi à l'avancer, donc cela a été important. Et c'est grâce justement au fait d'être aussi une coopérative. Pour nous, c'est la forme juste, c'est-à-dire dans le sens c'est une forme
moi, dans mon avenir, je me vois encore coopérative. Plus grande, peut-être, avec quelques collaborations en plus, mais c'est la formule qui nous convient. Oui, oui. Et ça fonctionnerait au niveau national aussi, selon toi? Alors, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. C'est-à-dire, la coopérative était... À mon avis, nous sommes nés parce que nous étions 5 personnes qui voulaient prendre en main leur destin et donc être artisans de ce qu'ils faisaient. Et nous étions 5 personnes à égalité. Et donc c'est une coopérative parce que nous avons tous investi dans la coopérative, investi notre travail, notre temps pour avoir un retour, enfin la stabilité, etc. Et cela reflète la coopérative. Si au contraire, si c'est un groupe peut-être de jeunes, la coopérative pourrait certainement être une forme juridique adaptée, mais ce n'est pas dit. Parce que peut-être que quelqu'un, au contraire, est seul, fait des spectacles seul, a des employés et fait une société avec des employés. Donc ce n'est pas dit que ce soit la formule adaptée. Aussi que pour être une coopérative, quand même, tu dois être 3. Oui, au moins 3. Donc si quelqu'un est seul. Chacun ne peut pas faire sa coopérative. Oui, on va changer un peu de pied. On pourrait parler un peu de l'UNIMA. Toi, tu es trésorière de l'UNIMA et tu as fait une belle explication du budget de l'UNIMA. Et je voulais comprendre ce second pied que tu as, un des 50 pieds que tu as. Comment tu es arrivé là? Pourquoi l'UNIMA? Pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans... Alors, je suis arrivée là... Oh, je fais un désastre. Excusez-moi. Alors, je suis arrivée là parce que Fabio avait été impliqué dans le conseil directif, le mandat précédent. Et donc, j'ai commencé moi aussi à suivre un peu des réunions, à entrer dans une commission de la durabilité, du bien-être pendant le Covid. Enfin, je donnais un coup de main pour trouver les lois, toutes les informations utiles à ceux qui étaient à la maison. Et donc, je commençais à collaborer avec UNIMA comme ça. Enfin, dans une table, librement, de volontariat, comme le font tous. Et quand est arrivé le temps de faire renouvellement du conseil, le trésorier qui était avant était Walter, et je sais qu'il avait décidé de ne pas... Il m'avait dit qu'il ne voulait plus se représenter comme trésorier, et donc j'ai pensé de me proposer. Parce que, enfin, c'est mon travail, donc... Et combien de temps ça te prend par mois? Assez. Maintenant, je ne sais pas dire avec... Je cherche de travailler, à trouver des moments, des après-midi, pour me consacrer à UNIMA. Dans le sens que ce n'est pas très difficile. Parce que, comme vous avez vu, il ne s'agit pas de bilan important. Voilà, donc ce n'est pas difficile. Oui, il y a une différence de 300 000 € de différence avec l'UNIMA France. Exactement, environ. Ouais, tu vois, c'est beau, hein? Mais disons-le en moins, parce que sinon, ça semble que... Donc, du point de vue administratif et gestion des comptes, c'est assez rapide. Je m'occupe aussi de la gestion des membres. Donc, je m'occupe aussi de recueillir les demandes d'adhésion, d'émettre des reçus, de demander toutes les informations nécessaires. Emettere le ricevute, di chiedere tutte le informazioni necessarie, quello diciamo che in questa C'est là, disons que dans cette première partie du temps, ça demande un peu plus de travail. Aussi parce que nous cherchons à mettre en ligne les membres avec le site. Donc maintenant, nous travaillons en 2 groupes. Donc nous sommes en train de chercher à mettre en régime certaines choses que nous avions à l'esprit. Donc maintenant, j'y passe un peu plus de temps. Mais enfin... 3 après-midi par mois? Disons 4. Oui, plutôt 4.
D'accord. 2 jours sur 30. Oui, sur la partie administrative, oui. Puis, logiquement, tu es toujours un peu sur le coup parce que chaque fois qu'il y a une subvention, une nouveauté, une loi, quelque chose de particulier, on cherche à le faire connaître. Donc, au hasard, il y a aussi toutes les autres choses à cascade, voilà. Puis les réunions, parce que quand même, nous faisons une fois par mois le conseil, chacun de nous a une tâche. Maintenant, nous travaillerons pour les états généraux. Donc, enfin, disons que le travail, celui constant, ce sont 4 après-midi. Puis, il y a tout le reste qui va, disons, un peu par période. Et pourquoi le théâtre des marionnettes? Pourquoi l'UNIMA? Parce que l'orthoteatro, c'est pas seulement... C'est pas seulement du théâtre des figures, mais c'est aussi du théâtre des figures. Parce que nous, en 1900, dans les années 2000, Paolo vient ici. En 2013, c'est ça? Nous avons commencé un parcours d'exposition qui s'appelle Le Monde Fantastique de Marionnettes. C'est un parcours, une biennale d'exposition que nous avons poursuivi 2013, 17, 19 et 22, parce qu'il y avait... Le Covid. Exactement. 4 éditions dans lesquelles, tous les 2 ans, nous organisions une grande exposition de marionnettes et marionnettes à gants et à fil. Nous avons commencé un peu avec la première en 2013 avec les techniques, donc une exposition qui recueillait les marionnettes et les gaines selon les techniques de manipulation. Nous avons fait une monographique sur des grands artistes du théâtre de figure italien. Nous avons ensuite accueilli la Rutas de Pulcinella, l'exposition qui avait fait Tony Rumbao, sur comment Pulcinella, pratiquement... Portugais, non? Non, lui, il est espagnol. L'espagnol, oui. Oui, il avait fait toute une recherche justement sur Polichinelle, qui avait fait le tour d'Europe, et comment les autres marionnettes avaient accueilli les caractéristiques de Polichinelle. Et donc, c'était une exposition de nombreuses marionnettes à laquelle nous avons ajouté une petite exposition liée aux masques de la tradition italienne. Et là, nous avons connu Idoia, qui à cette époque était la secrétaire d'UNIMA et du Topic de Tolosa, en Espagne. Et elle nous a dit, mais c'est beau, pourquoi vous ne faites pas cette chose de théâtre des figures italien? Et nous avons fait cette grande exposition très belle qui s'appelait Giù la maschera, bas le masque, avec justement toutes ces gaines de la tradition italienne. Donc du nord au sud, chaque région avait une gaine. Cette exposition, elle est allée en France, en Espagne, qui l'a gardée là-bas au Topic pendant un certain temps, et elle nous est revenue 2 ans après, malheureusement, parce qu'elle est partie en 2019, donc ils l'ont gardée là-bas un bon moment. Et nous avons conclu notre 5e biennale en accueillant l'exposition internationale faite par UNIMA pour les 90 ans. Exposition qui avait été produite en 2019 et qui a clôturé pratiquement sa tournée, cette tournée internationale chez nous. Et nous nous sommes passionnés pour le théâtre de figure. Oui. Et comment tu vois la prospective d'UNIMA? Vous êtes en train de préparer les états généraux et donc comment... Les états généraux, oui. Il y a de l'effervescence, et cela me plaît. J'ai vu aussi aux Journées UNIMA que qui était là a pu donner sa contribution et que la chose est très intéressante dans le sens de recueillir, collecter des membres, tout ce qui est la réalité dans laquelle ils vivent. Parce que aux États généraux, nous devrons apporter une photographie de ce qui est le théâtre de figure italien. Les belles choses et les mauvaises choses. Donc c'est important pour nous maintenant de faire des travaux sectoriels. En plus des travaux commencés à la journée UNIMA, des travaux sur les divers domaines que nous avons un peu identifiés, enfin production, organisation, etc. Chaque table, chaque commission, parce que l'UNIMA a des tables de travail qui parlent de formation, d'administration, etc. Chaque table travaillera pour son compte. Et donc pour nous, c'est important de collecter
de travailler sur cela et de chercher à collaborer avec le plus de partenaires, de parties prenantes intéressées possible, qui ne sont pas seulement qui fait ce travail, mais aussi qui le voit, ce sont les communes, ceux qui l'achètent, dans le sens que pour nous, c'est important de faire une photographie qui soit la plus large possible, parce que même le public peut dire son mot sur le théâtre de figure. Et c'est important qu'il dise son mot, par exemple, comme une administration qui peut-être achète un spectacle. Oui, c'est important. Du moins, ce qu'on voit en France, c'est le fait qu'il y a des personnes qui travaillent avec le théâtre de marionnettes à tous les niveaux, l'administrateur, le public, qui va regarder spécialement. Donc tout ça, ça crée un potentiel aussi de dire que c'est important. Absolument. Si on est seulement les artistes, un peu... Non, puis ce n'est même pas une vision complète, si c'est seulement un côté de ce que tu dois ensuite photographier. Et comment tu le vois au niveau politique? Est-ce que selon toi, il y a une porte ouverte quelque part? À mon avis, c'est important parce que le Covid a fait comprendre combien fragile est notre secteur et l'a fait comprendre à la partie politique. Donc, à mon avis, c'est très important d'apporter cette figure. Aussi parce que, quand même, c'est comme si ma sensation, puis après, je ne sais pas si mes collègues Unima partagent, mais c'est un peu comme si les théâtres de figure travaillaient toujours un peu sous couverture, dans la Antalya. Et donc, c'est important de faire voir combien de belles choses il y a aussi. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent à grandir, qui cherchent à travailler et qui cherchent à promouvoir. Donc, certainement, ce sera important de le porter à l'attention nationale. Nous le ferons à Rome, les États généraux. Donc, enfin, près de ce qui est aussi le pouvoir un peu plus politique, entre guillemets, ils seront invités. Puis, enfin, nous sommes en train de construire. Donc, Oui, et donc, avec le ministère, vous avez déjà parlé avec quelqu'un? Alors maintenant, nous sommes en train de nous mobiliser. Nous sommes en train de nous mobiliser maintenant. Mais avant, dans l'histoire de l'Unima, quand il y avait encore, par exemple, Fabio Scaramucci. Oui, certainement, nous avons invité les politiques aux diverses tables. Et ils ont parlé, ils sont venus? Ils sont venus, ils sont intervenus, mais voilà. Disons que n'ont jamais été commencés des rapports importants dans le sens que nous ne sommes pas une association de catégorie. Donc, nous n'avons jamais été vus comme une entité avec laquelle se confronter, comme peut être l'Agis, Tema en France. Et pourquoi ça? Unima, ce n'est pas une association de catégorie, dans le sens que Unima est une association qui unit du théâtre au niveau professionnel, amateur, le public, les communes. Donc, il n'est pas comme une association de catégorie. Mais elle a un peu aussi une réalité comme ça. Oui, c'est une réalité qui représente cette chose pour laquelle peut-être elle peut véhiculer des demandes. Voilà, mais ce n'est pas une association de catégorie. Ceci est important. Elle peut véhiculer des urgences, mais voyons comment ça va. C'est un parcours. Moi aussi, je suis curieuse dans ce point de vue, parce que, à mon avis, parce que c'est un parcours de croissance, comme tous ces parcours qui sont faits peut-être la première fois. Et oui, c'est important de commencer. Il y a tant de choses, tant de pas que peut-être qu'on réussit à faire au fur et à mesure. Et au niveau du théâtre en général, là, il y a plus de liens? Je veux dire, le théâtre de marionnettes, est-ce qu'il fait partie du théâtre? S'il n'a pas une organisation, où est-ce qu'il est représenté? Il y a une organisation qui est à l'intérieur de l'Agis, qui est l'ATF. Oui, mais c'est seulement 14 structures qui ne représentent pas tous les professionnels. Oui, non, mais comme l'Unima ne représente pas tout le monde, il y en a autant dehors. Oui, mais vous êtes plus que 14 quand même. Oui, absolument, oui, ça oui. Et du coup, l'ATF, eux, ils parlent avec les politiques? Oui, parce qu'ils représentent les compagnies financées par le ministère. Directement. Par le ministère, oui. Par le Fonds national pour le spectacle. Et c'est pas qu'une compagnie pas financée peut entrer? Oui, elle peut entrer absolument. Nous avons été dedans. Nous ne sommes pas financés par le ministère et nous avons été dedans pendant quelques années avec l'objectif d'être financés par le ministère.
Parce que pourquoi tu participes à ces associations de catégories? Aussi parce que, enfin, tu cherches à améliorer ou quand même à obtenir quelque chose d'important pour toi. Mais nous n'avons pas atteint notre objectif et donc nous nous sommes retirés. Oui, donc il y a une espèce de marche très haute. Oui. On ne sait pas ce que c'est. Et puis après... Non, très probablement, je ne suis pas douée pour écrire les appels du ministère. Oui, ou tu connais pas les bonnes personnes. Ah, qui sait? Parce que les appels, ils sont pas liés à un aspect formatif, mais plutôt à un côté de production. Là aussi, ça dépend. Le ministère, qu'est-ce qu'il demande? Alors, là aussi, il y a un peu comme pour la région, il y a divers articles. Donc, il y a les théâtres de production, les entreprises de production théâtre jeunesse, théâtre de figure et innovation. Il y a aussi les TRIC, qui sont les théâtres de pertinence culturelle. Et donc, là, il y a aussi beaucoup d'articles qui représentent des sections différentes, des filières différentes. Donc, chaque article a son budget, etc. Oui, et vous aviez fait des appels à projets où? Sur le théâtre de marionnettes? Nous avions fait sur le théâtre de figure. Cette année, qui sont réparties les triennalités, nous avons fait sur l'entreprise de production théâtrale. Oui, du coup vous avez une réalité très complexe et qui n'entre pas vraiment dans un seul domaine. Non, mais aussi parce que, oui, tu vois, Claudia fait du théâtre Commedia dell'arte. Fabio, les spectacles sont des conteurs, mais aussi il utilise souvent des théâtres de figure, des marionnettes à l'intérieur. Nous avons l'Asino che vola et les Aprisogni qui font des marionnettes, des théâtres de figure. Donc oui, disons que ça nous intéresse. J'ai lu sur le site que vous avez une partie de formation sur l'idée du public, de l'école du spectateur. J'ai lu tout un passage sur cette idée. Oui, nous faisons activité de formation, certainement. C'est important pour nous l'activité de formation. Nous la faisons dans les écoles, nous la faisons aussi pour les adultes, en horaire du soir. Mais nous faisons beaucoup de projets, un réseau avec le territoire, dans lequel il y a des grands réseaux qui se forment quand il y a des grands appels auxquels souvent nous participons. Et maintenant, nous avons mis en place un projet avec les adolescents, par exemple, dédié aux adolescents, dans lequel nous nous couperons à l'intérieur de tout, énormément d'actions qui vont des centres pour la jeunesse à l'aide psychologique, etc. Nous y entrons comme atelier théâtral. Nous avons une collaboration avec le FISM, qui est la Fédération italienne des écoles maternelles de la section de Pordenone, où là, aussi à l'intérieur, nous faisons beaucoup d'activités pour les 50 écoles qu'ils ont. Donc, d'un point de vue de la formation, nous nous déplaçons en cherchant de faire des grands réseaux dans des projets importants qui peuvent être utiles au territoire. Oui, du coup, il y a beaucoup d'argent qui arrive de cette partie formative. Est-ce que c'est facile de dire à la région, par exemple, nous voulons produire un spectacle? Est-ce qu'ils donnent de l'argent pour la production? Oui, la région a pour les projets annuels de production, elle a des appels annuels de production de spectacles. Donc, elle te donne jusqu'à 25-30 000 euros pour produire le spectacle. Et puis, autant pour la distribution. Ce sont deux appels différents. Et donc, comme coopérative, vous avez accès? Nous ne pouvons pas participer parce que nous sommes déjà reconnus au niveau triennal. Parce que dans notre projet, dans le triennal, tu as quand même un projet qui est un an, tu mets tout, l'organisation. Aussi parce que les subventions qu'ils donnent au niveau triennal ne sont pas celles qu'ils donnent au niveau annuel. Donc, enfin, elles sont un peu plus importantes. Nous réussissons à participer à certains appels spéciaux. Un qui va finir en juin, qui est dédié pour Go25, qui est capitale européenne Nova Gorica et Gorizia, la capitale européenne de la culture. Nous avons participé à cet appel, Histoire, un pont entre les frontières, qui est un appel qui a mis en réseau un institut qui comprend école maternelle, enfance, primaire et collège.
un de Gorizia, un de Palmanova, un de Spilimbergo, la FISM, qui est cette fédération, et une association slovène, dans laquelle nous avons travaillé dans tous les 3 niveaux d'école sur la thématique de la frontière. Donc, avec les enfants plus petits, nous avons fait des interventions de lecture animée, comme nous l'avons fait pour les collèges, donc en parlant justement de frontières. Frontières, non pas dans le sens de frontières uniquement géographiques, mais à 360 degrés, mentales, physiques, géographiques, tout. Tout ce qui pouvait venir à l'esprit des enfants. La frontière était juste. Ceci était un appel spécial, justement, annuel, fait par la région, auquel nous avons pu participer. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Oui. Et c'est beau de comprendre aussi toute cette complexité de gérer tous ces appels à projets, toutes ces réalités. J'avais des questions un peu comme ça. Quand une coopérative doit payer quelqu'un, il y a le net et il y a le brut. La TVA. Et après, comment on dit, le super brut? Oui. Quand tu fais une facture, alors? Non, mais par exemple, pour payer un employé 750 €. Un employé, oui, nous avons les salaires. Tu as une partie qui est... Une partie, c'est le coût pour l'entreprise. Oui, exactement, c'est ça que je voulais comprendre. C'est ça que tu veux dire? Quel est le pourcentage? Exactement. Ce qui arrive en fiche de paye est le coût pour l'entreprise. Je pense que nous allons aux 60 ou 70% en plus du net en fiche de paye, tranquillement. Et ça change selon on est payé beaucoup ou pas beaucoup? Non, c'est toujours le pourcentage est toujours celui-là. Le pourcentage, c'est toujours le même. Parce qu'en France, ça change. Si tu es au plus bas, plus tu montes, plus le coût pour l'entreprise est élevé. Et plus important. Oui, important. Non, chez nous, non. Tu me prends au dépourvu, mais ce n'est pas que nous avons des salaires qui vont de... Ce n'est pas que nous avons cette variété de salaires qu'on dit l'un prend 8 fois plus que l'autre. Non, mais il y a des seuils de temps en temps. Si tu dépasses un seuil... Ici aussi, il y a des seuils de revenus. Donc, si tu dépasses un seuil de revenus, tu payes plus d'impôts. Retraite. Vous aurez tous la retraite? Oui, comment? Je ne sais pas. Oui, j'espère. Je crois pas. Non, dans le sens, vous payez les cotisations? Oui, nous payons toutes les cotisations, dans le sens que nous sommes tous embauchés à temps, sauf peut-être 2 qui sont encore à durée déterminée, mais parce que ça nous convient, tant que nous réussissons à les avoir et ils sont à durée déterminée, nous sommes tous à temps indéterminé avec les 26 jours de travail mensuel. Oui. Donc, Sauf un qui est à l'appel, un seul qui vient seulement pour des spectacles. Le reste sont tous avec des fiches de paye mensuelles, 12 plus 1 plus le 13e mois. Donc nous payons les cotisations à tous. et donc vous avez tous les mêmes journées par mois? Exactement. Il n'y en a pas un à temps plein, à temps partiel? Oui, il y en a un à temps partiel, temps plein, mais c'est la même chose, parce que quand même les journées, le temps partiel, quand même, c'est sur 5 journées. Donc c'est toujours le même nombre de jours. Les journées pour l'IMSS sont toujours celles-là. Oui, après j'avais une question aussi, c'est parce que vous faites venir aussi des Oui, spectacles. nous organisons. Oui, exactement, vous organisez. Je voulais comprendre. En Italie, quel était le prix d'un spectacle? Comment on le calcule? S'il y avait un prix de base? Si on peut descendre jusqu'à 3 centimes. Oui, absolument, oui. Écoute, Oui, je voulais dire quelles sont les réalités, plus ou moins. Après, c'est pas forcément précis. alors, c'est complexe. Et un spectacle de 2 personnes dans une salle comme celle-ci, combien vous C'est payez-vous? complexe, dans le sens que un théâtre jeunesse, enfin, qui fait du théâtre de figure, etc., tu vas de 800 à 2000 euros. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu payes tellement plus pour faire des spectacles de théâtre jeunesse, Pour 2 représentations, pour un week-end? pour une représentation. Ça dépend si la compagnie est individuelle ou de plusieurs. Mais il n'y a pas, dans le sens qu'il n'y a pas un accord entre nous qui dit sous ce montant, on ne peut pas descendre. Malheureusement, à mon avis.
Oui, et vous avez une éthique interne ou vous faites le plus bas possible? Non, parce que quand même, notre éthique est que nous devons couvrir des dépenses. C'est-à-dire, donc, c'est pas que plus que cela, nous ne pouvons pas descendre parce que sinon, nous y perdons. Comment faisons-nous pour payer nos employés ou qui va faire le spectacle s'ils ne nous payent pas au moins le juste pour couvrir les dépenses? Oui, mais vous, quand vous organisez des spectacles, Alors, en Italie, c'est un peu particulier parce que ça fonctionne beaucoup avec l'échange, dans le sens que deux structures s'accueillent réciproquement. Voilà, donc très souvent, le prix est, disons, convenu, dans le sens 1500 moi, 1500 pour toi, et c'est l'échange de la structure. Toi, tu m'accueilles, moi, je t'accueille, etc. parce que aussi dans les autres structures, les acteurs ou les artistes sont aussi employés à durée indéterminée. Ça dépend. Ce n'est pas dit, mais c'est tellement varié ici en Italie qu'il n'y a pas une façon standard. Oui. Mais quand tu dis je t'accueille, c'est qui les compagnies qui sont amies, qui sont... Oui, avec qui nous nous trouvons bien. J'aime ton spectacle, donc tu viens faire le spectacle dans mes saisons, et toi tu m'accueilles dans tes saisons. Tu vieni a fare lo spettacolo nelle mie stagioni e tu mi ospiti nelle tue stagioni. Ecco, questo è il Voilà, senso. ça c'est le sens. Tu vas tout couper, non, de toute façon. Ah, rien. Non, je coupe rien. C'est les conditions du direct. Guardate che ho fatto un po' di Regarde, je fais un peu de publicité. Comment puis-je dire? Il y a des cachets qui sont 1500 €. C'est un cachet convenu qui peut aller à la rencontre d'un déplacement d'une compagnie. Oui, le cachet. Pour comprendre, en Italie, il y a tout qui est compris dedans, aussi le voyage. Oui, le voyage, la nourriture, le logement, exactement. C'est un cachet complet. Oui, on ne fait pas comme ça en France. On paye le spectacle et après, en plus, on paye les frais d'approche et tout ce qu'on ajoute pour faire venir le transport des acteurs, des décors. Ah, d'accord. Tu vois, non. Ici, au contraire, le cachet, c'est vraiment pour le spectacle fini. OK. De toute façon, dans tous les cas, en plus de l'échange, quand même, nous, tendanciellement, accueillons et appelons des compagnies qui nous plaisent. Parce que sinon... Et donc, les prix, ça dépend de la taille de la Et compagnie. comment vous faites pour aller voir la production italienne? Vous allez à des festivals? Oui. Fabio fait tous les festivals qu'il trouve. Il commence maintenant. C'est Fabio qui fait les... Oui, c'est les Fabio tours. qui fait les tours. Il commence maintenant et après, pour tout le mois de mai, il y a un festival après l'autre. Donc c'est lui le programmateur qui va... Oui, qui va voir. à qui on doit envoyer les mails. Oui. Fabio Scaramucci. Fabio@ortoteatro.it. Est-ce que vous avez aussi un peu d'organisation de spectacles étrangers? Vous réussissez à faire venir aussi Non, on n'y arrive pas. Regarde, des Slovènes qui sont pas loin? ça c'est aussi une autre chose du cœur que j'aimerais. Parce que les Slovènes, par exemple, ils sont à côté. Nous avons de temps en temps accueilli, rarement, Et à quoi c'est dû ça? Le fait qu'il y ait seulement des échanges? un peu parce qu'effectivement, accueillir les étrangers, ça te coûte un peu plus par rapport à accueillir une compagnie italienne. Donc, pour faire une programmation, tu dois avoir un budget un peu plus important. Et il nous est arrivé d'accueillir, cependant s'il y a l'occasion, et nous savons, il nous est arrivé d'accueillir des compagnies étrangères. Mais ce n'est pas une chose méthodique, dans le sens que ce n'est pas nous qui décidons de les accueillir. Mais le public, il n'est pas intéressé par cette chose de festivals internationaux? Ici, je ne sais pas. Là, tu me poses une question à laquelle je ne sais pas répondre. C'est-à-dire dans le sens que le public aime voir des beaux spectacles, certainement. Mais ils viennent indifféremment. Au moins, quand nous avons programmé les étrangers, ils viennent indifféremment, que ce soit en compagnie italienne ou étrangère, au moins. Oui, mais il n'y a pas ça, la commune qui dit « Moi, je veux faire un festival international Mais et je paye un peu plus. » demain, je commence à faire des appels. Je commence les appels. Excuse-moi. Demain, je commence. Oui. Toutes les voix sont intéressantes. Toutes les voix sont intéressantes.
Oui, non, pour moi, c'est intéressant. De temps en temps, il m'est arrivé d'aller faire quelques festivals étrangers et certainement, il y a une belle énergie, différente de celle que tu trouves en Italie. Alors parlons un peu du public, parce que nous, on a eu la chance d'aller voir un de vos spectacles que vous aviez produit et aussi organisé. Il y avait énormément de public. Beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. C'était un spectacle pour enfants. Donc ce public qui payait, qui venait, comment vous faites pour avoir tout ce public? Ce sont les Italiens qui viennent d'eux-mêmes au spectacle? Ortoteatro naît en 1977. Donc ceux qui viennent voir le spectacle, ce sont les enfants d'une génération. Dans le sens que nous avons beaucoup de public parce que c'est depuis très longtemps. Nous avons commencé à faire les saisons de théâtre jeunesse en 2000. Donc cette année, ce sont 25 ans que nous organisons des saisons de théâtre jeunesse dans la période estivale et hivernale, dans les territoires de la province. Donc vraiment, nous faisons en hiver, c'est chaque dimanche d'octobre à mars. Chaque dimanche, il y a un spectacle dominical dans une commune. Et en été, là aussi, nous faisons énormément de rendez-vous dans les territoires en plein air. Donc, nous couvrons énormément de territoires. Ils nous connaissent. Pourquoi? Parce que nous sommes une des organisations les plus importantes qui sont ici en province, qui s'occupent du théâtre pour famille. Nous faisons les ateliers, nous allons faire les lectures dans les bibliothèques. Donc, si pas tous les enfants ne nous connaissent pas, presque, parce qu'on fait à tapis. Nous faisons des activités dans toutes les communes. Et par conséquent, le public nous suit, un public que nous avons fait grandir. Parce qu'après 25 ans, c'est un public qui sait que quand il vient chez nous, il trouve un spectacle qui lui plaît, il trouve un accueil d'un certain type, parce que nous y tenions. Quand nous organisons, quand même à être présents. Oui, et une salle comme celle où nous sommes, est-ce que vous réussissez à la remplir avec un spectacle pour famille? Oui, généralement, si ce n'est pas tout complet, presque. Voilà. Puis ça dépend, tu sais. Nous aussi, il arrive que les journées de printemps, maintenant, c'est plus belle le dimanche. Peut-être il arrive moins de public parce que les familles préfèrent aller faire une promenade. Mais généralement, nous avons un bon accueil. Où est-ce que vous êtes venu par curiosité? On ne dit pas? Oui, nous sommes venus voir les 3 petits cochons. Et c'était à Pasiano. À Pasiano? À Pasiano, c'était tout complet. Ouais, là, c'est petit. Oui, c'était petit, mais quand même. Il y avait... Celui-là aussi est un théâtre que nous gérons. En France, c'est pas si évident d'avoir... Pour le public, pour les écoles, ils réussissent à remplir. Parce que c'est facile, les enfants, ils n'ont pas le choix. Mais c'est pas facile de remplir une salle de théâtre. Mais ici, il n'y a pas... C'est-à-dire, ce dimanche-là où nous faisions un spectacle, il n'y avait pas d'autres... Oui, en France non plus. Ah bon, d'accord. Nous, on a remarqué ça, en tout cas. Non, ici, ils viennent. Alors, nous sommes un peu chanceux aussi du fait que nous sommes peu et distants. Donc, il y a nous qui organisons. Il y a le Molino Rosenkrantz, qui est une autre association qui organise. Puis les autres sont en Provence de Udine, Trieste, Gorizia. Les familles, plus de 30 km, une demi-heure de voiture. C'est difficile qu'elles le fassent pour venir voir un spectacle. Donc, nous réussissons à avoir un territoire large et à être la seule attractivité de ce point de vue-là. Je me l'explique aussi comme ça. Est-ce que tu voulais parler de quelque chose à notre communauté? Je ne sais pas, non. Est-ce que tu voulais transmettre une idée, quelque chose? Là aussi, c'est une question difficile. Comme Marzullo, posez-vous une question et donnez-vous une réponse. Non, mais tu n'es pas obligé de dire quelque chose. Hein. Non, dans le sens que... Nous, après, on traduira tout l'interview. Les Français écouteront. Et aussi les Italiens, parce qu'il y aura une version italienne. Oui, mais tu sais que je suis très pratique et peu politique. Et oui, nous avons vu. C'est très précis, très intéressant. Je suis très pratique. Tout ce que tu as dit. Et en effet, j'ai du mal. Oui, j'ai une demande aussi pour une jeune qui aurait une idée de travailler avec le théâtre, ou le théâtre pour enfants, ou le théâtre de marionnettes. C'est lesquels tes conseils pour rentrer dans ce monde-là?
Pas seulement pour quelqu'un qui veut faire l'artiste, mais aussi un administratif comme toi. Ça serait quoi tes conseils? Moi, alors, si je dois regarder à mon expérience, avoir la chance de, si on veut créer une chose propre, avoir la chance de trouver des compagnons de voyage avec qui on est bien. Parce qu'au moment où tu as des compagnons de voyage en qui tu as confiance et qui ont confiance en toi, on réussit à surmonter toutes les difficultés. C'est ça. Ça, certainement, est important. Si on veut, au contraire, aller travailler dans une structure, moi, je n'ai pas eu cette expérience d'aller travailler dans une structure que je ne sens pas mienne. Donc, quand j'ai commencé à travailler pour Ortoteatro, quand même, je me suis toujours sentie de faire une chose qui m'appartenait. Donc, pour moi, c'est difficile de donner un conseil sur quelles sont les stratégies pour aller travailler dans une structure plus grande. Donc, à cela, je ne réponds pas. Mais je continue à dire que c'est important de trouver des personnes avec qui on est bien, parce qu'on réussit à faire les choses qu'on a vraiment à cœur. Je suis très baci perugina. Non, c'est vraiment très beau. Merci. On finira comme ça. Si tu as quelque chose à ajouter, si tu n'as rien à ajouter... Non, mais en effet, je dis ça. Puis tu sais, il nous arrive peut-être qu'un projet, nous avons la chance que quelqu'un a à cœur un projet et les autres se mettent à ses côtés pour le faire. Même si peut-être ce n'est pas de son propre intérêt, mais on soutient le projet. Donc c'est important cela. Surtout c'est important parce que quand quelqu'un a la journée non, les autres te soutiennent et prennent ta place. Cela n'arrive jamais. Ça arrive, hein? Merci Roberta Tossuto. Merci à vous.